J'ai entendu dire que je pouvais gagner de l'argent en dénonçant une fraude fiscale, c'est vrai? Oui, ça s'appelle le dispositif de rémunération des aviseurs fiscaux. D'accord, parce que je pense que mon patron, il déclare pas du tout tout ce qu'il faut. Si je le fais, combien je serais payé? Est-ce qu'il y a un barème ou... Non, il n'y a pas de barème, c'est le directeur des finances publiques qui décidera du montant de la rémunération. Et vous pouvez pas me dire combien ça représente environ? Alors, il n'y a pas vraiment de grille, mais ça peut aller jusqu'à 15% des sommes que l'administration fiscale va récupérer. Ça veut dire que si je dénonce quelqu'un et que, imaginons que la fraude, elle est d'environ 200 000 euros, je peux toucher 30 000 euros. Oui, absolument. Juste pour être indemnisé, il faut que la fraude que vous allez révéler soit supérieure à 100 000 euros. Et bon, il faut quand même que les infos que vous nous donniez soient suffisamment précises et sérieuses pour qu'une enquête soit ouverte. Et est-ce que c'est anonyme? Anonyme non, mais votre identité restera secrète. En gros, il y a environ que 10 agents du fisc qui vont y avoir accès, donc normalement la personne que vous allez dénoncer ne saura jamais que c'est vous. On a souvent des salariés, des frères et sœurs ou même des personnes mariées qui se dénoncent entre eux et ça reste totalement confidentiel. Ok, merci. Dernière question, comment on fait? Vous avez juste à contacter l'administration fiscale, que ce soit par mail, par téléphone ou même en allant dans un centre des impôts. Et c'est vraiment légal, on peut rien me reprocher après. C'est totalement légal, ça a été mis en place et c'est géré par l'État, donc de votre côté il n'y a absolument aucun risque si vous ne mentez pas à l'administration fiscale. En cas de doute, les sources sont en description et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je vais bientôt déménager, je dois quitter mon appart là. Mais franchement, j'ai trop le seum, je me suis fait avoir. Pourquoi? Bah tu sais, je suis dans un meublé, donc normalement c'est 1 mois de préavis. Ok. Dans mon contrat, il y a écrit 3 mois de préavis. Et j'ai évidemment pas capté quand j'ai signé. Ah merde. Je suppose que comme t'as signé 3 mois dans ton contrat, bah maintenant c'est ça qui s'applique. Et non, le préavis pour résilier un bail meublé, c'est 1 mois. Ça c'est l'article 25-8 d'une loi de 1989. Mais l'article 25-3 de cette loi dit que tous les textes qui sont dans le chapitre, dans lequel il y a l'article qui dit ce sera 1 mois, sont d'ordre public. Et en gros, quand on dit d'un texte qu'il est d'ordre public, ça veut dire qu'on peut pas écarter l'application de ce texte par un contrat. Parce qu'en gros, son application est obligatoire, grosso modo dans tous les cas. Donc si tu es dans un logement meublé, que tu veux déménager, mais que sur ton contrat, sur ton bail, il y a écrit que le délai de préavis c'est 3 mois, comme le délai de préavis d'1 mois est d'ordre public, c'est ce délai-là d'1 mois qui doit s'appliquer. Donc quand tu envoies ta lettre de préavis, tu auras juste à mentionner que le délai de préavis qui court, il est d'1 mois. Pas besoin de faire d'autre chose de particulier en théorie, sachant que si t'es dans cette situation-là et que t'es pas hyper à l'aise ou que t'as des difficultés à écrire ta lettre, sur le site servicepublic.fr, il y a un modèle de lettre. En gros, tu remplis juste tes informations dans des cases et la lettre se fait automatiquement en incluant justement dans la lettre une petite phrase qui dit que comme c'est un bail meublé, c'est 1 mois de préavis, même si les dispositions du contrat prévoient autre chose. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin, franchement, il est vraiment bien. L'appartement vous plaît? Oui, il est parfait, c'est exactement ce que je cherche. Super, bon bah moi j'ai lu votre dossier et si vous voulez le louer, c'est parfait pour moi. Bah écoutez, génial, oui je vous le prends. Juste un dernier petit détail, on a eu quelques soucis avec les précédents locataires, donc maintenant on veut prendre nos précautions. D'accord? C'est-à-dire, on a une condition pour louer cet appartement qui est au niveau du paiement du loyer. D'accord? On fera prélever le loyer sur votre salaire. Ah, je savais même pas que c'était possible. Ah si, pour le paiement du loyer on peut s'arranger comme on veut, du moment que vous et moi on est d'accord. Le droit donne la liste des moyens de paiement qui sont autorisés pour pouvoir payer le loyer, mais aussi de ceux qui sont interdits. Pour le loyer, le paiement ça se fera par type, donc par titre interbancaire de paiement. Pour le loyer, le paiement ce sera par chèque. Pour le paiement du loyer, ce sera des espèces. Il est possible de payer le loyer en espèces si le montant est inférieur à 1 000 euros. Pour le loyer, le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte bancaire. Je peux pas plutôt vous faire un virement chaque mois ou... Non, c'est prélèvement automatique ou rien. Si vous voulez l'appartement, c'est pas négociable. Il est possible de prélever le loyer sur ton compte bancaire, mais uniquement si tu es d'accord. Le propriétaire n'a donc pas le droit de t'imposer ce mode de paiement. Pour le paiement du loyer, on fera un prélèvement sur votre salaire. Le propriétaire n'a pas le droit de prélever ton loyer sur ton salaire, et ça même si tu es d'accord. C'est un mode de paiement du loyer qui est interdit, même s'il est prévu dans le bail. Ça c'est dû au fait qu'une telle clause est réputée non écrite, donc on fera comme si elle n'a jamais existé. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Maman, je voulais te dire, j'ai un copain. Comment ça, t'as un copain? T'as 14 ans? Oui, non mais maman, je sais que tu trouves ça jeune, mais tu sais très bien que maintenant c'est plus comme à ton époque. Depuis quand? Ça fait quelques mois maintenant. Et d'ailleurs, je voulais te proposer, si tu veux qu'on l'invite à la maison pour qu'il vous rencontre. Bah oui, je préfère le rencontrer quand même. Dis-lui de passer mercredi après-midi. Ah, l'après-midi, il pourra pas, il travaille. Mais comment ça, il travaille? Tu peux pas travailler à 14 ans? Oui, mais il est un peu plus âgé que moi. Il a quel âge? 22 ans. Quoi? Mais ça va pas la tête cette histoire, c'est un adulte. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une gamine comme toi? Tu te rends compte à quel point c'est dangereux ton histoire là? Mais non, mais c'est pas dangereux pour moi, t'inquiète, vraiment, sinon je serais pas avec lui. Non, mais là je te demande pas ton avis, tu fais tes affaires, on va à la police tout de suite. Mais comment ça, la police, ça va pas? Il m'a jamais fait de mal, il m'a jamais forcé. Mais je m'en fous que t'aies pas eu l'impression qu'il t'ait forcé. Un mec de 22 ans qui se met avec une gamine de 14 ans, c'est illégal. Quand tu as moins de 15 ans, avoir une relation avec une personne majeure, c'est interdit par la loi. En fait, on considère que la relation est automatiquement non consentie. Et même si tu ne t'es jamais senti forcé à faire quoi que ce soit, si par exemple vous avez eu une relation sexuelle, c'est quand même illégal. Toi, personnellement, tu ne risqueras rien, mais la personne majeure avec qui tu es en relation, elle risque des poursuites pénales. Parce qu'en fait, tes parents, ils pourront très bien les porter plainte contre elle pour viol ou agression sexuelle, par exemple, en fonction des rapports que vous avez eus. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Alors, elle est où cette suite? Elle est dans la salle de bain.
Mais vous fumez dans l'appartement? Non. Non mais vous foutez pas de moi, ça pue la cigarette. Non mais c'est exceptionnel, Non mais je m'en fous que ce soit exceptionnel, vous savez très bien que c'est interdit. En plus c'est écrit dans le bail. Je sais, je suis vraiment désolée. Mais ça sert à rien d'être désolé, vous savez très bien que cet appartement, je le reloue en 1 semaine si je veux. Donc vu que vous ne respectez pas le bail, vous savez quoi? Je vais le rompre et je vais aller chercher un autre locataire qui au moins saura respecter mes règles. Ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire de fumer dans le logement. Et même s'il met cette interdiction dans le bail, tu auras toujours le droit de fumer parce que cette clause est considérée comme abusive. Donc on fait comme si elle n'avait jamais existé. Vous savez très bien que c'est interdit. En plus c'est écrit dans le bail. Effectivement, c'est écrit dans le bail, mais comme c'est une clause abusive, on considère qu'elle n'a jamais été écrite. Vous pouvez donc essayer de l'utiliser pour rompre mon bail, mais devant un juge, ça tiendra jamais. Non mais pas de problème pour le bail, mais mon appartement quand je vous l'ai donné, il était nickel. Et vous savez très bien que la clope ça laisse des traces. Donc vous savez quoi, ce qui va se passer, c'est que je vais garder l'intégralité de la caution. Si le fait de fumer dans le logement entraîne des dégradations, comme un jaunissement des murs ou des trous dans une moquette, le propriétaire pourra retenir le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution, quand tu quitteras le logement. Par contre, ton propriétaire ne peut jamais retenir le montant qu'il veut sur le dépôt de garantie. Il doit toujours te fournir les justificatifs qui expliquent pourquoi il garde telle somme. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Oui bonjour, on vient de me dire que je pouvais pas embarquer dans l'avion. Oui effectivement ce n'est pas possible, on est en surréservation. Donc en gros on a vendu plus de billets que de places dans l'avion. Ok, et du coup il se passe quoi? On cherche des volontaires pour renoncer à voyager. Donc si vous acceptez de ne pas monter dans l'avion, on vous propose un autre vol demain à la même heure et on vous offre 500 € pour votre prochain vol chez nous. Merci mais non, je dois rentrer en fait, je peux pas attendre demain. Dans ce cas on va essayer de vous remettre dans le prochain vol dès qu'on peut, mais les billets seront plus chers vu qu'il y a très peu de place, donc il faudra rajouter 50 €. Si ton vol est surbooké, c'est-à-dire en surréservation, et que tu n'es pas volontaire pour refuser d'embarquer, le droit te garantit 2 options. Première option, tu peux choisir d'attendre le prochain vol sans paiement supplémentaire, et tu as le droit à des repas pendant l'attente, ainsi qu'à un hébergement et à un transport, si jamais le prochain vol n'est pas le jour même. Deuxième option, non mais écoutez, finalement je vais pas prendre le prochain vol, je vais prendre un avion avec une autre compagnie pour rentrer. Du coup, est-ce que vous prenez en charge l'autre avion? Est-ce que je vous envoie une facture ou... Non, si vous décidez de voyager par vos propres moyens, le prix du nouveau billet ne sera pas pris en charge. Par contre, vous pourrez être remboursé du billet d'avion que vous avez acheté avec nous. Si tu décides de renoncer au voyage et de ne pas attendre le prochain vol, tu as le droit au remboursement intégral de ton billet sous 7 jours. Et d'ailleurs, dans tous les cas, que tu choisisses d'attendre le prochain vol ou bien d'être remboursé, tu as le droit à une indemnisation financière qui peut aller jusque 600 €. Je mets un modèle d'indemnisation ici, tu pourras faire pause, et je mets aussi le lien en commentaire. Et si ça t'a plu, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Ça tombe bien que je vous croise, je voulais vous prévenir que je vais quitter l'appartement. Ah bon bah d'accord. Par contre, il faudra qu'on s'arrange pour que je puisse faire des visites, hein. Oui bien sûr. Par contre, j'ai vu qu'il y avait écrit 3 mois de préavis sur le contrat de bail. Oui, et alors? Bah comme c'est un meublé, c'est pas 1 mois de préavis normalement? Si, mais comme vous avez signé votre contrat, vous avez accepté 3 mois. Et y a vraiment pas moyen de réduire le préavis, parce que ça m'arrange pas du tout le délai de 3 mois. Ah non, vous n'allez pas commencer à tout changer comme ça. La prochaine fois, vous lirez mieux votre contrat. Il y a écrit 3 mois de préavis, donc vous allez faire 3 mois. Et c'est pas négociable. Le préavis pour résilier un bail meublé, c'est 1 mois. Et le texte juridique qui prévoit cette règle est d'ordre public. Ce que ça veut dire, c'est que cette règle ne peut pas être écartée par un contrat et que son application est obligatoire pour tout le monde. Donc même si tu as signé un bail qui prévoit 3 mois de préavis, c'est le délai prévu par la loi de 1 mois qui s'applique. Écoutez, la loi dit que c'est 1 mois, donc je partirai dans 1 mois. Et je vous préviens, je ne paierai pas 2 mois de loyer en plus. Bah écoutez, si vous payez pas les 3 mois de préavis, comme prévu par le contrat que vous avez signé, je vous attaquerai en justice pour récupérer les loyers, hein. Quand un contrat est contraire à des règles qui sont d'ordre public, le juge ne peut pas donner raison au contrat, il est obligé d'appliquer la loi. Donc si ton propriétaire va en justice pour forcer l'application du contrat, il ne pourra pas gagner, car le juge ne pourra pas te forcer à payer 3 mois de préavis, puisqu'une règle d'ordre public prévoit que le délai de préavis pour quitter un meublé, c'est 1 mois. Pour mieux te protéger et ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je suis très content que le logement vous plaise. J'ai juste besoin d'une signature sur ces documents. Oui, vraiment, je l'adore. Je vois une dernière feuille, attendez. Un mandat de prélèvement. Pardon, mais pourquoi il y a un mandat de prélèvement dans les papiers à signer pour l'appartement? Ah oui, en fait, on a eu quelques soucis avec d'autres locataires, donc maintenant, pour le paiement du loyer, on prélève sur le salaire directement. Bah, vous auriez pas pu me prévenir avant. Bon, ça me paraissait pas vraiment nécessaire, mais... Non, parce que là, on dirait que vous essayez de me rouler, hein. C'est pas très honnête comme démarche, ça. Non, mais écoutez, ça sert à rien de vous énerver. De toute façon, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Je trouve ça un peu abusé de mettre le mandat de prélèvement déjà pré-rempli au milieu de tous les papiers à signer. Comme ça, si je fais pas attention, en fait, je le signe. Si vous voulez l'appartement, il faudra signer l'autorisation de prélèvement. Et si vous n'êtes pas d'accord pour que le loyer soit prélevé sur le salaire tous les mois, on arrête tout, hein, puis moi j'irai chercher un autre locataire. Le propriétaire n'a pas le droit de prélever le loyer sur ton salaire, même si tu es d'accord. C'est un mode de paiement du loyer qui est interdit par la loi, donc même si c'est prévu dans le contrat de bail ou que toi ça ne te dérange pas, ce n'est pas possible. Ça c'est dû au fait qu'une telle clause dans le contrat de bail elle est réputée non écrite, donc on va faire comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas le seul mode de paiement du loyer qui est encadré par la loi. Oui, pour le paiement du loyer, ce sera en espèces. Donc vous voulez que je vous donne 800 € en cash tous les mois? Oui, je préfère, c'est plus pratique pour moi. Mais vraiment pas d'inquiétude, hein, c'est totalement légal de payer son loyer en espèces.
Il est totalement possible de payer ton loyer en espèces du moment que le montant est inférieur à 1000 euros. C'est aussi possible de payer ton loyer par chèque ou par titre interbancaire de paiement ou de faire prélever le loyer sur ton compte bancaire si tu es d'accord. Par contre, pour le prélèvement du loyer sur le compte bancaire, le propriétaire n'a absolument pas le droit de t'imposer ce mode de paiement. Donc s'il te le propose, tu as le droit de refuser. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits.